Bien, bonjour à tous. Merci Sylvie, merci à toi Claude d'avoir organisé cette réunion et d'avoir tout fait pour que je sois là en un jour qui est particulier pour moi. Je ne suis pas d'extrême gauche, moi, je viens du Parti Socialiste. Non, c'est ce que nous disent les médias. De la France, donc je ne suis pas sûr qu'on se limite à un petit périmètre, mais en tout cas, ce jour est particulier pour moi parce que c'est le jour de deuil de mon père politique qui s'appelait Henri Emmanuelli, qui aujourd'hui est pour la dernière fois devant les siens à Mont-de-Marsan. Donc voilà, je préférais être avec vous parce que la vie continue et puis parce que je préfère m'afficher avec vous devant un certain nombre de personnes qui ne m'ont pas toujours soutenu, si vous voyez ce que je veux dire. Notamment lors de la campagne du non que nous avons fait ensemble, pour beaucoup d'entre vous, c'était en 2005. Et il y a une grande différence par rapport à 2005 parce qu'on compare souvent le fait que les salles soient pleines aujourd'hui avec le référendum de 2005. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui on a plein de gens nouveaux dans la salle. On a des gens qui viennent pour la première fois, qui n'ont jamais fait de politique. Alors qu'en 2005, c'était les réseaux militants élargis. Là, dans toutes les réunions que fait la France Insoumise, il y a un véritable renouvellement de la politique. Il y a une appropriation de façon complètement horizontale de la politique par les insoumis qui viennent. Et vous avez pu voir, comme ça a été montré dans les vidéos, que les nouvelles formes de militantisme qui sont à l'œuvre là, ça renouvelle profondément le paysage. Hein, vous avez pu voir pendant le débat TF1 qu'on n'avait pas la même tête derrière Jean-Luc que les autres avec le balai où je pense. Quoi. Bon. Voilà, donc ça participe aussi de l'ambiance et de l'état d'esprit qui règne dans cette campagne. Et je pense que le vent est en train de se lever. Et que, comme le pense Jean-Luc, nous sommes au port du deuxième tour. Hein. Si on est à 16-17% 3 jours avant le vote, ça veut dire que le vent nous porte vers 20. Hein. C'est ça que ça veut dire clairement. Donc n'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire sur le fait qu'on est là pour témoigner. On n'est pas là du tout pour témoigner. On est là pour les dégager, on est là pour gagner, et on est là pour gouverner et instaurer la 6ème République. C'est ça. Donc il faut le dire, dites-le à 10 personnes autour de vous et on va y arriver. Dites-le à nos amis socialistes qui aujourd'hui sont dépités. Ils étaient 20 hier, il paraît. Non, je sais pas, quelqu'un m'a dit ça. Bon voilà, il faut leur dire de venir avec nous parce que les vrais socialistes ils sont là. Et on va y arriver quoi. Les vrais socialistes. Pas ceux qui sont en panne, hein. Il y en a, ils sont en panne. Hein. Enfin, ils se disent en marche, mais ils sont en panne. En fait, ils sont en panne. Bon. Marche arrière. Alors, justement, moi je suis là pour vous montrer que le programme qu'on a, il est parfaitement réaliste, il est ambitieux, il est juste sur le plan social, il est nécessaire sur le plan économique, et il est prêt à l'emploi. Que nous aurons gagné en mai prochain. Alors je vais, puisque tu m'as... Ouais. C'est des figures imposées, hein, j'ai un plan en 3 parties à respecter, donc je vais le respecter. Donc, Grantin, on va faire comme à l'école. Grantin, c'est quoi? C'est pourquoi ça n'a pas marché jusqu'alors? C'est la rupture avec les voilà. Alors, bon, notre programme est clairement un programme de rupture par rapport à ce qui s'est fait depuis 30 ans. Disons-le comme ça. Depuis 30 ans par tous les gouvernements qui se sont succédés et qui ont toujours demandé les efforts aux mêmes. Alors je ne vais pas faire long, ça s'appelle dans le jargon des économistes la politique de l'offre, mais ça veut dire tout simplement que tout a été organisé pour modifier le partage du gâteau. L'économie c'est un gâteau à partager, à produire et à partager. Donc tout a été fait pour modifier le partage du gâteau en faveur des uns. Et tout a été fait pour demander des efforts au plus grand nombre. C'est ça qui a été fait
depuis une trentaine d'années. L'objectif est soi-disant de redresser le taux de marge, terme barbare pour dire la part qui revient au profit. La part qui revient au profit, en 1983, tu as cité 83, la dernière fois qu'on a fait une politique de gauche dans ce pays, c'était 20%. Aujourd'hui, la part qui revient au profit, c'est 30% du gâteau. Alors 10%, ça ne veut dire pas grand-chose, hein, de 20 à 30. Mais le gâteau aujourd'hui, c'est 2100 milliards, le PIB. 10 points de PIB, c'est 200 milliards. Il manque 200 milliards dans la poche des salariés. Pour faire la retraite à 60 ans, il faut juste 18 milliards. Le déficit de la Sécu, cette année, c'est 2 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit qu'il y a des problèmes, mais en réalité, il s'est passé quelque chose depuis 30 ans. Alors, si au moins ça avait servi à quelque chose, parce que tout ça est dit pour que les entreprises soient plus compétitives, qu'elles puissent investir, innover, enfin vous connaissez la chanson par cœur. Bon, le gros problème, c'est qu'il y a 20 ans, 30 ans, si vous prenez les profits nets, c'est-à-dire ce qui reste une fois que vous avez amorti les machines en place, c'est-à-dire vous avez mis de côté l'argent pour les renouveler. Hein, quand vous achetez un ordinateur, vous savez que vous allez en racheter un dans 10 ans, donc vous mettez de l'argent de côté pour le racheter. C'est ça l'amortissement. Bon, si vous enlevez l'amortissement, la part des profits nets distribués sous forme de dividendes en 1983, c'était 30%, et la part qui alimentait l'investissement, c'était 70%. Aujourd'hui, non seulement les profits nets ont augmenté, mais la part qui revient à l'investissement, c'est que 20%, 80%, même 85% certaines années, des profits nets atterrissent dans la poche des actionnaires. C'est ça la réalité. Donc ces politiques dites de l'offre ne marchent pas. Elles ne marchent pas. Elles ont mis la France en panne. Parce que non seulement l'investissement ne repart pas parce qu'il faut rémunérer les nouveaux rentiers, mais en plus, comme on a comprimé de l'autre côté la part des salaires, les gens subissent un problème de pouvoir d'achat. Donc il y a moins de consommation, il n'y a pas d'investissement. Et le résultat des comptes, c'est que nous avons une économie structurellement en panne depuis 30 ans. On peine aujourd'hui à faire 1% de croissance. Alors, à qui profite le crime? Le monde de la finance, disait l'autre, qui n'a pas de visage. Si, il a un visage. À qui profite le crime? Qui sont aujourd'hui les individus qui composent le capital des grandes entreprises cotées en France. C'est pas ce qu'on croit. Alors, il y a les fonds de pension anglo-saxons. Il y en a beaucoup. Mais ils ne pèsent pas assez. Ils représentent chacun 1% du capital. Ceux qui détiennent véritablement le pouvoir dans l'économie française, c'est ce qu'on appelle les noyaux durs. Les noyaux durs, c'est ce qu'on a constitué au moment des privatisations. Il y a eu 3 vagues de privatisation en 86, 93 et 98. Tous les gouvernements confondus les ont fait. Et on a confié les bijoux de famille aux héritiers des grandes familles de la noblesse et de la bourgeoisie française, qui ont constitué des holdings familiales, et aux banques qu'on a privatisées. C'est ça le monde de la finance aujourd'hui. Et ces gens-là s'entendent avec les fonds de pension anglo-saxons pour exiger une part de plus en plus importante du gâteau. C'est ça la réalité économique, qui fait que, comme leur source de revenus, c'est les revenus du capital, les dividendes, les intérêts, vous comprenez que les inégalités ont explosé, que les 0,1% les plus riches sont devenus toujours plus riches, que de l'autre côté, vous avez 9 millions de pauvres, 6 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories, et la moitié de la population qui gagne en dessous de 1 700 €, et un chômage qui persiste, et une économie qui n'est absolument pas dynamique. C'est ça le tableau de l'économie française. Il faut que les Français le sachent, et tout ça a été organisé par la politique économique menée depuis 20-30 ans. Alors si vous ajoutez en plus le fait que dans toute l'Europe,
Tout le monde fait cette même politique. Il n'y a pas qu'en France, hein. Le mouvement a été généralisé dans toute l'Europe. Et toute l'Europe a suivi le modèle que la chancelière allemande a imposé à la zone euro, qui consiste à dire, quand ça va mal, eh bien, baisser les salaires, parce qu'il faut baisser le coût du travail pour être compétitif, et comme dans le coût du travail, vous avez le salaire direct, mais aussi le salaire indirect, la cotisation sociale qui alimente la prestation sociale, vous avez le salaire socialisé dans le modèle du Conseil national de la résistance. Bon, le fameux salaire socialisé que le patronat considère comme une charge. Eh bien, les politiques dites de consolidation budgétaire, sous les politiques d'austérité, disent si vous voulez baisser le coût du travail, il faut non seulement baisser les salaires directs, mais il faut aussi baisser les dépenses sociales, parce que les dépenses sociales sont financées par les cotisations sociales que la plupart des libéraux et des conservateurs veulent supprimer dans leur programme électoraux. Donc tout le monde aujourd'hui fait de l'austérité, tout le monde baisse ses salaires, tout le monde baisse ses dépenses en même temps, et vous avez une situation où le jeu est à somme négative. Ça ne profite non seulement à personne, mais pire, si tout le monde fait ça, on a tué l'activité économique en Europe. Et ce que craint aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, c'est ce qu'elle appelle la déflation. Alors la déflation, ça ne dit pas grand-chose aux citoyens moyens, mais la déflation, ça veut simplement dire que l'économie est en surproduction. C'est-à-dire qu'elle produit, mais comme il n'y a personne pour acheter, parce que vous ne pouvez pas, quoi. Voilà. Donc vous avez une économie qui va plonger assez rapidement vers la déflation, c'est-à-dire les prix vont baisser, et puis progressivement vers la récession. Et donc la Banque centrale elle-même s'en inquiète et a pris toutes les mesures nécessaires pour relancer la demande en baissant les taux d'intérêt et en essayant de stimuler le crédit. Mais ça ne marche pas parce que la situation est tellement morose que les entreprises n'investissent toujours pas. Et puis parce que leurs actionnaires n'ont pas envie d'investir. C'est pas assez rentable. Et du coup, que disent toutes les institutions internationales? Que disent tous les grands économistes de la planète? Ils disent la politique monétaire ne suffit pas, il faut de la dépense publique. Alors, ça s'appelle la politique budgétaire. Donc il faut de la dépense publique pour relancer l'économie dans la zone euro. C'est ce que nous disent les économistes américains, c'est ce que nous dit le FMI, c'est ce que nous disent tous les macroéconomistes conséquents, pas ceux que vous voyez à la télé, à la radio. Bon. Mais c'est vrai. Et malheureusement, personne n'écoute en Europe. Et en plus, on pourrait le faire parce que les taux d'intérêt sont bas sur les dettes publiques aujourd'hui. Ils sont très bas. La France s'endette à des taux très bas. Et la Banque centrale a pris toutes les mesures nécessaires depuis septembre 2012 pour éviter une nouvelle crise des dettes souveraines. Enfin bon, je ne sais pas si les aspects techniques, je vous les dirai si vous me posez des questions là-dessus, mais tout est fait aujourd'hui pour que le coût de l'endettement des États soit le plus bas possible. Donc on peut le faire. Alors pourquoi on ne le fait pas? Parce que vous avez des textes européens qui nous empêchent de le faire, tout simplement. La contrainte, elle est politique, elle n'est pas économique aujourd'hui. Le bon sens en économie nous indiquerait de relancer l'économie. Et c'est précisément l'objectif de la France insoumise que de mettre en place un plan de relance en utilisant massivement la dépense publique. Un plan de 273 milliards que nous voulons lancer. Alors pas pour faire de la croissance pour faire de la croissance, hein. On n'en est plus là. On est devenu plus écologique que les écologistes. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, les écolos, ils vont voter pour nous. Hein. C'est clair qu'on ne va pas faire de la croissance pour faire de la croissance. On est là pour faire décroître les projets inutiles, et il y en a. Hein, toutes les lignes de LGV qui servent à rien, là, qui aboutissent à la désertification rurale et à une logique de métropole avec les grandes gares de TGV, les quartiers d'affaires, tout ça, ça sert à rien. Tout ça, on va faire décroître ces affaires-là. On va faire décroître les centrales nucléaires parce que c'est dangereux. Donc on va les démonter. C'est dangereux. Et par contre, on va faire croître les projets utiles. Et les projets utiles, il y en a. Il y a des besoins sociaux, il y a des besoins environnementaux, hein, et il y a la nécessité
d'engager la transition énergétique autour d'une filière française d'énergie renouvelable. Et ça va créer massivement des emplois. Donc nous allons engager un plan de relance de 273 milliards sur 5 ans. Donc 173 milliards sur la redistribution, les services publics et le traitement plus généralement de l'urgence sociale, et puis 100 milliards sur l'investissement. L'investissement dans la filière des énergies renouvelables et dans le développement des infrastructures aujourd'hui qui ont besoin d'être modernisées dans notre pays. Et ça va créer massivement des emplois. Nous prévoyons de créer 3 millions d'emplois sur 5 ans, et nous ne croyons pas dans la fable de la fin du travail, tant que la durée effective moyenne du travail est supérieure à 40 heures, ce qui est le cas à l'heure actuelle malgré les 35 heures, eh bien, on ne peut pas parler de la fin du travail, parce que tant que c'est ça, ça veut dire que l'ajustement se fait à mesure que la productivité continue un peu d'augmenter tous les ans. Eh bien, l'ajustement se fait par la hausse des profits et par le chômage. C'est ça qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Donc, tous ceux qui vous parlent de la fin du travail ont renoncé à remettre en cause une norme de partage du gâteau où c'est toujours les mêmes qui accroissent ce qui va dans leur poche et les autres qui se retrouvent soit avec des salaires plus bas, soit avec des emplois en moins. Donc, nous contestons cette clé de répartition et nous allons très précisément la modifier et mettre les pieds dedans à travers la réduction du temps de travail et la hausse des salaires. Alors, la hausse des salaires, très précisément. Certains nous disent, pourraient nous dire, ah oui, mais si vous augmentez le SMIC de 15%, les petites entreprises ne pourront pas. Bon. Il faut leur dire que notre programme n'est pas contre l'investissement. Au contraire, c'est un programme de relance de l'investissement, et c'est un programme de relance de l'investissement qui vise à montrer que ceci est possible tout en redistribuant les richesses et en augmentant très précisément les salaires qui ont été comprimés au cours de ces 30 dernières années. On peut le faire parce que notre programme vise à encourager l'investissement, les salaires et l'emploi, mais à taxer la rente. Parce que qui a profité du crime depuis 30 ans? C'est la rente, c'est ce qu'on appelle les nouveaux rentiers que j'ai désignés tout à l'heure. Ce sont les nouveaux rentiers, les anciens rentiers, l'ancienne noblesse de l'ancien régime, là, contre qui on portait ça. C'était les propriétaires fonciers. La noblesse, c'était ça. Aujourd'hui, c'est quoi les nouveaux rentiers? C'est ceux qui détiennent des titres financiers, des actions et des obligations, et qui exigent une part croissante du gâteau que, les salariés ravalés au rang de quasi-serf sont obligés de leur livrer à la fin de chaque mois. Bon, le monde n'a pas tellement changé, vous savez. Comment on fait? Je sais pas à quoi je ressemble, mais... Alors avant de porter ça, moi... Là, j'ai appelé ça, après l'émission, là, ils ont passé les photos, j'ai appelé ça, on est les sans cravates. Vous avez vu des cravates. À l'époque, c'était les sans culottes, donc les héritiers des sans culottes, c'est les sans cravates. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'à l'Assemblée, ils nous obligent à en porter une, donc on va voir comment on fait. Mais... bon. Voilà. Donc on va montrer ça. Donc, alors comment on va faire? On va augmenter les salaires, mais en même temps, dites-leur aux patrons de PME qu'on va leur baisser l'impôt sur la société. Et on a été les premiers à le proposer. Macron il nous a pompé là-dessus. Quand on a dit on va baisser l'impôt sur la société à 25%, c'est pas parce qu'on est devenus libéraux, rassurez-vous. Non, c'est parce que l'impôt sur les sociétés aujourd'hui, ce sont les PME qui le payent. Les grosses boîtes, elles font de l'optimisation fiscale. Total ne paye pas ses impôts en France, et les autres grandes entreprises transfèrent leurs bénéfices à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est moins élevé, et donc en moyenne, le taux d'impôt sur les sociétés pour les grosses boîtes, c'est 8%. Bon. Donc, on va baisser l'impôt sur les sociétés pour les petites boîtes, mais on va augmenter la taxe sur les bénéfices non réinvestis, sur les dividendes, que payent sur le territoire les grandes sociétés. Donc, voilà, on va vraiment lutter contre la rente. On va maintenir, contrairement à Macron, un ISF, que Macron
Macron veut supprimer l'ISF. Hein. Il ne le dit pas parce que c'est pas politiquement correct, mais il est en train de transformer ça en impôt foncier, donc en une deuxième taxe foncière, parce qu'il enlève de l'ISF les valeurs mobilières, justement les titres que détiennent les nouveaux rentiers, quoi, si vous voulez. Hein. Donc il y aura plus, les actions ne seront plus taxées. Hein. Si vous détenez des valeurs mobilières, vous ne serez plus taxé. Ça sera que l'immobilier qui sera taxé. Donc forcément, comme l'assiette sera plus étroite, les taux vont monter. Donc vous aurez deux taxes foncières avec une taxe foncière plus importante pour ceux qui auront un petit peu accédé à la propriété. Quoi. Bon, on va quand même être un peu riche, hein, quand même. Mais les vrais riches ne seront pas vraiment taxés. Quoi. Les vrais riches ne seront pas taxés, ceux qui détiennent le capital économique de ce pays. Donc nous proposons de maintenir l'impôt sur la fortune, d'en élargir l'assiette, d'inclure dedans les œuvres d'art, de revoir toutes les niches sur les actions qui n'ont pas lieu d'être, et donc ça va nous permettre d'élargir un petit peu le rendement de l'impôt sur la fortune. Donc voilà. Alors après, on va avoir d'autres priorités importantes. La retraite à 60 ans. Ça, c'est un thème extrêmement important. Non pas parce que nous sommes des nostalgiques de 1981, non, on n'est plus là. Mais tout simplement parce que, et ça les gens ne le savent pas, les entreprises se séparent de leurs salariés en moyenne à 59 ans aujourd'hui. On ne sait pas ça. Mais la durée moyenne de départ à la retraite, c'est 59 ans. Donc, ça sert à quoi de demander aux gens de travailler jusqu'à 62 ans pour les carrières complètes et jusqu'à 67 ans pour ceux qui ont eu des interruptions au cours de leur carrière? C'est pas possible, ils n'y arrivent pas. Et en réalité, demander aux gens de travailler plus longtemps aujourd'hui, hein, Fillon propose 65 ans, bientôt ça va être 70 ans pour les carrières incomplètes, bon, les gens n'y arriveront pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, tout simplement que c'est un moyen de réduire le niveau des pensions. Parce que si vous n'arrivez pas à aller au bout, bah vous allez liquider vos pensions avec un taux réduit. Et donc se développe la pauvreté des plus anciens. C'est ça qui est en train de se développer. C'est la pauvreté chez les retraités. Donc nous disons, bah, ce truc-là, ça n'a servi qu'à un truc, c'est à réduire le niveau des pensions, sans régler le problème des comptes sociaux, parce que c'était ça l'objectif au départ, puisqu'on aura transféré le déficit du régime de retraite vers les caisses de chômage et les caisses d'invalidité, puisque les gens seront virés à 59 ans. Et donc on n'a réglé aucun problème sur le plan comptable lui-même, on a transféré les déficits des retraites vers l'assurance chômage et les caisses d'invalidité. Donc leur réforme ne marche pas. Et donc ça justifie précisément qu'on mette la retraite à 60 ans parce que les entreprises se séparent des salariés à 59 ans. Donc ça, il faut le dire, c'est un argument de bon sens, ça ne coûte pas si cher que ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte 18 milliards, 18 milliards c'est moins d'un point de PIB. Hein. Ils nous ont piqué 10 quand même. Hein. Un petit point de PIB, M. Finger, c'est pas beaucoup pour financer les retraites. Bon, et en plus, on l'a chiffré cette affaire-là. Ça ne va pas coûter si cher que ça. Ça va coûter une augmentation de 2 points de cotisation de retraite hors plafond. Ça va nous coûter 7 milliards sur le pacte de responsabilité sur lequel on va récupérer de l'argent et en remettant les taux de cotisation et en les transférant sur le régime de retraite. Et puis on va abolir les niches fiscales sur les retraites à capitalisation parce que nous sommes favorables aux pensions de retraite du régime par répartition, bien payées pour que les gens aient à se passer de la capitalisation qui consiste à jouer sa retraite en bourse. Donc tout ça est largement chiffré et largement faisable. Autre priorité, puisque tu m'as interrogé sur les priorités sociales qui sont au cœur de nos préoccupations, la lutte contre la pauvreté. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ne croyez pas aux fables de la fin du travail. Pour autant, il faut qu'on s'occupe de l'extrême précarité. Alors, on va mettre en place, dans le cadre de la sécurité sociale intégrale, hein, qui porte
portera non seulement sur l'assurance maladie, où on intégrera les mutuelles dans la sécurité sociale pour que les gens soient remboursés à 100%, mais dans ce volet sécurité sociale intégrale, il y aura aussi un volet sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la continuité du revenu soit assurée pour tous ceux qui perdent leur emploi. Donc l'accès au chômage sera ouvert dès le premier jour chômé, alors que pour le moment, si vous avez un délai de carence de 4 mois. Donc si vous êtes tombé au chômage, il faut attendre 4 mois pour pouvoir toucher les allocations chômage. Donc là, les droits seront ouverts dès le premier jour chômé et les démissions ouvriront également droit à l'allocation chômage. Donc ça va durer 2 ans. Au bout d'1 an, qu'est-ce qui va se passer? Le chômeur, s'il n'a pas retrouvé d'emploi, il va basculer dans le chômage de longue durée. Et là, on va lui proposer un contrat coopératif dans le cadre d'une nouvelle mission qu'on a signée à l'État, qui est l'État employeur en dernier ressort. C'est quoi cette bébête? C'est tout simplement la transposition du fait que, vous savez, la banque centrale, c'est la prêteuse en dernier ressort, qui fait que les banques ne peuvent jamais tomber en faillite. Enfin, sauf si elles ont vraiment déconné, comme il y a les Lehman Brothers aux États-Unis, quoi. Mais normalement, la banque centrale les retrouve à peu près tout le temps. Donc là, c'est pareil. Le principe, c'est que l'État, a pour mission d'offrir un emploi à tous les chômeurs qui souhaitent travailler à un niveau de salaire au-dessus du SMIC. Donc, nous avons budgété 800 000 emplois, dits contrats coopératifs, des vrais emplois sur 5 ans, pour que les individus qui le souhaitent et qui sont en chômage de longue durée puissent travailler dans des emplois d'utilité sociale, dans le secteur associatif, dans la dépendance, dans la petite enfance, partout où il y a des besoins, pour vraiment créer du lien social sur de véritables emplois pour que la cohésion puisse se faire et pour leur éviter de se désocialiser et de rester dans l'emploi. Tout simplement parce qu'il y a des besoins. Et si ils sont toujours dans l'embarras, après les 2 ans de chômage, eh bien, ils basculeront sur les minima sociaux. Les minima sociaux, c'est fait pour ça. Et donc, plutôt que de disserter pendant des heures sur le revenu universel, nous disons, les minima sociaux financés par l'impôt, ça a un rôle, c'est de lutter contre la pauvreté. Et la pauvreté, c'est 60% du salaire médian, c'est 1 000 euros. Donc si on veut lutter contre la pauvreté, il ne doit pas y avoir un seul minima social en dessous de 1 000 euros. Bon, dernière nouvelle, à Mont, sur revenu universel, c'est devenu un RSA à 400 euros. Je ne sais pas si c'est rendu compte, mais 400 euros, c'est en dessous du RSA actuel. Je ne sais pas qui conseille, mon femme. C'est pas terrible. C'est l'Audrian. Non, c'est pas l'Audrian. L'Audrian, il va faire du keynésianisme militaire. Il va relancer la fabrication de canons pour aller faire la guerre un peu partout, quoi. Bon. Donc voilà, donc nous on dit minima sociaux à 1 000 euros, ça coûte 30 milliards cette affaire, pas plus. Ça coûte 30 milliards, le RSA ça coûte 10 milliards, donc si on porte les minima sociaux à 1 000 euros, ça va nous coûter 30 milliards. La facture inclut les jeunes et inclut ceux qui n'ont pas aujourd'hui accès au RSA alors qu'ils y ont droit. Donc on va s'arranger pour qu'ils y aient droit. Et ainsi, on aura lutté véritablement contre la pauvreté. Enfin, dernier point, la révolution fiscale. Combien ça coûte? Oui, tu m'as dit combien ça coûte. C'est ça. Combien ça coûte tout ça? Ça coûte, je vous l'ai dit, 273 milliards sur 5 ans. Donc comment on finance? Il y aura une partie réforme fiscale qui va nous permettre de financer le budget de fonctionnement de l'État. Et puis des ajustements de cotisations sociales qui nous permettront d'entrer dans les clous dans ce que nous voulons faire avec la sécurité sociale intégrale, la retraite à 60 ans et le financement de l'assurance chômage. Je ne rentre pas dans les détails, vous avez ça pendant 5 heures sur YouTube. Vous pouvez vous y retrouver parce que ça passe encore. Juste 2 mots sur la révolution fiscale. On va créer un nouvel impôt sur le revenu
assis sur une assiette très large qui est celle de la CSG, en maintenant à côté la CSG. Donc il y aura une CSG qui sera maintenue pour financer l'assurance maladie à côté des cotisations maladie qui existent, hein, puisque la maladie et la famille c'est universel, donc ça justifie un peu qu'à côté de la cotisation à laquelle on est attaché, eh bien, ce soit financé aussi par un impôt affecté. Et il s'agit de rendre cet impôt juste et donc de rendre la CSG progressive. Donc il y aura plusieurs tranches de la CSG, parce qu'actuellement elle n'est pas progressive, elle n'est pas juste, donc on va le faire. Et pour parer aux arguments du Conseil constitutionnel qui dit que ça ne peut pas marcher parce que l'assiette de la CSG c'est pas la même que l'assiette de l'impôt sur le revenu qui a un quotient familial, bon, on va dire on va mettre deux assiettes qui sont les mêmes, on va mettre l'assiette CSG qui a l'avantage de ne pas avoir de quotient familial. Et pour nous, le quotient familial, bon, il y a un petit problème, c'est qu'il profite beaucoup plus aux familles riches nombreuses qu'aux familles pauvres. Hein, famille riche nombreuse, elle touche 1 512 € par enfant, une famille pauvre à 35 000 € de revenus imposables touche 830 € par enfant, et une famille pauvre non imposable en dessous de 30 000 €, elle touche rien du tout. Donc c'est absolument pas juste. Nous disons, on va remplacer le quotient familial par un crédit d'impôt forfaitaire dès le premier enfant de 1 000 €. Comme ça, un enfant de riche et un enfant de pauvre, bah, ça vaudra la même chose et c'est universel. Précisément parce que le genre humain est universel. C'est la chanson. Bon. Donc voilà, c'est notre philosophie. Et puis en plus, on aura deux mêmes assiettes qui nous permettront, très précisément, de dire au Conseil constitutionnel, en attendant de le supprimer, ah ça dépend de vous, hein. Si j'aime la public, c'est ça qui décide. Hein. Bon, et ben on lui dira, ben voilà, on a deux mêmes assiettes, donc vous pouvez plus nous dire que c'est pas possible de rendre la CSG progressive. Donc on va rendre la CSG progressive et l'impôt sera ainsi plus juste. Et puis, vous connaissez tout l'arsenal de mesures qu'on a conçues pour lutter contre la fraude fiscale, hein, de l'impôt différentiel pour que ceux qui vont à Bruxelles, à Genève ou ailleurs payent quand même l'impôt en France. Bon, les Américains le font, ça marche très bien, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Et puis il y a toute une série de mesures pour lutter contre les paradis fiscaux, tels que le blocus des paradis fiscaux, le retrait de la licence bancaire pour les banques qui organisent ça. Bon, tout ça est largement concevable, et ceci nous permettra de lutter contre l'évasion fiscale, on va reconsidérer un certain nombre de niches fiscales, et tout ça nous fera rentrer dans les clous. Dernière chose, la dette, et je termine là-dessus. Le plan de relance de l'investissement, ça sera le seul qui sera financé par la dette publique, les 100 milliards. Donc, alors, je précise parce que on nous pose beaucoup de questions là-dessus. Qui finance ces 100 milliards? Eh bien, les 100 milliards, on les emprunte sur les marchés. Donc, on va y mettre des bons du Trésor, donc sur 5 ans, donc c'est pas 100 milliards d'un coup, hein, ça va être 29 milliards la première année, 29 la deuxième, etc. Bon. Ce qui est pas énorme par ailleurs, donc on va avoir un déficit budgétaire un peu plus important au début parce qu'on va faire de la relance, on aura 4,8% de déficit budgétaire la première année, et puis après ça va décroître jusqu'à 2,5% à la fin, puisque l'objectif est de relancer la croissance, la bonne croissance, pour que ensuite on ait des recettes fiscales pour réduire in fine les déficits, si bien que le déficit moyen au cours du quinquennat ne sera pas supérieur à ce qu'a fait Hollande, c'est-à-dire 3,5% de déficit, de telle sorte que il n'y a aucune raison pour que les taux d'intérêt sur la dette publique soient plus élevés qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc on n'aura pas de problème pour financer cette dette publique-là de 100 milliards sur 5 ans. Ceci sera mis sur la table dans le cadre d'un plan A, où nous irons dire à nos partenaires européens et à la Banque centrale que, vous voyez, on a un programme qui est parfaitement réaliste, qui est adapté aux urgences actuelles, climatiques et sociales, et qui est largement pertinent compte tenu de la menace de déflation aujourd'hui qui pèse sur la zone euro. Donc nous vous proposons de jouer le jeu, de remettre sur le tapis des textes européens qui nous empêcheraient
d'appliquer cette politique. Nous vous proposerons par la même occasion de mettre en chantier des problèmes qui ne l'ont jamais été, tels que l'harmonisation fiscale, tels que le protectionnisme solidaire à l'échelle européenne, tels que la mise en place d'un vrai budget communautaire financé par l'impôt européen, par l'emprunt et par la création monétaire de la Banque centrale. Donc tout ça nécessite des aménagements du traité. Nous demanderons à la Banque centrale de continuer à jouer le jeu et, dans le cadre de la réécriture des traités, d'élargir ses missions au financement des politiques publiques, ce qui est interdit à l'heure actuelle. Et donc nous leur montrerons que tout ce que nous proposons est pertinent, réaliste et nécessaire compte tenu de la situation actuelle. Après, s'ils ne veulent pas, écoutez, on a un plan B, et les Britanniques ont montré qu'en dehors de l'euro et même en dehors de l'Union européenne, il y avait une vie qui pouvait être assez heureuse, même pour leurs entreprises, surtout pour leurs entreprises. Mais nous, on pense avant tout aux salariés de ce pays, et c'est pour eux que nous avons conçu ce programme avec vous. Merci.